Maintenant, on va accueillir pour... Juste la parole. Juste, je prends 2 secondes la parole juste pour vous signaler qu'on est bien informé qu'il y a des problèmes de Wi-Fi dans la salle. Donc, c'est en cours de résolution, il y a un problème technique. La DSI est au courant, mais si c'est... Bon, la fac, je ne sais pas si c'est comme la DSI de nos hôpitaux, on ne sait pas trop quand ce sera réparé. Sinon, il reste une vingtaine de salles, de places, pardon, en bas. Donc, pour les dizaines de personnes qui sont tout en haut, n'hésitez pas à les occuper. Et puis, chose importante, il y a des toilettes en bas. Ils sont généralement très peu utilisés, donc n'hésitez pas à y aller. Et vous pouvez sortir aussi par les côtés, par le bas de l'amphi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais juste après la session. Après, bien sûr. S'il vous plaît. Parce que ce ne serait pas sympa pour Kitri, justement, qui va nous parler de la mise à jour des recommandations pour la prise en charge de la fertilité, de la grossesse et de l'allaitement sous modulateur de CFTR. Merci beaucoup Clémence. Bonjour à tous, donc, je suis Kitri Reynaud, je suis médecin au CRCM adulte de Lyon. Et on m'a demandé de vous parler des recommandations pour la prise en charge de la fertilité, grossesse et allaitement sous traitement modulateur de CFTR. Donc, je remercie les organisateurs pour cette présentation au titre très accrocheur. Et j'espère que vous ne serez pas déçus parce que je n'ai pas de procédure ou de recommandations particulières à sortir comme ça qui vous éblouirait tous. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, je vais surtout vous rapporter les dernières études qui donnent des éléments quand même très importants de réassurance, parce que ce sont des études avec des effectifs plus nombreux, plus de suivi et qui ont d'autres intérêts, notamment de comparaison entre des populations traitées par ETI et non traitées et la population générale. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc les questions principales à laquelle je vais essayer de répondre, c'est premièrement, on a tous en tête que les modulateurs du CFTR et notamment l'ETI a un impact positif sur la fertilité. Vous verrez qu'on a quelques éléments de réponse, notamment à partir de la dernière publication américaine. Ensuite, quel est le risque malformatif? On a plutôt été rassurant sur cette possibilité. On va voir que les 2 études les plus récentes le prouvent à nouveau. Et ensuite, encore des questions pour lesquelles on n'a pas toutes les réponses. Quel est l'impact pour les enfants exposés au Kaftrio, avec des case reports sur des problématiques de fonctionnement pulmonaire qui sont très isolées et n'ont pas été à nouveau documentées. Les inquiétudes sur le neurodéveloppement de ces enfants exposés in utero, pour lequel il va falloir continuer la surveillance, et la surveillance de la cataracte et de la cytolyse hépatique associée à l'exposition in utero. Donc, il n'y avait pas de données, pas d'effet sur l'organogénèse dans les études de Vertex sur le développement de leurs médicaments à des doses significativement supérieures à la dose maximale recommandée pour l'homme. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les modulateurs du CFTR passent la barrière placentaire avec des concentrations, que ce soit pour l'IVA ou le Lumacaftor, qui restent importantes. Et tous les composants individuels de la trithérapie hautement efficace passent également la barrière placentaire avec des concentrations qui sont importantes au moment de l'accouchement et qui sont similaires aux concentrations sériques de la mère qui prend le traitement. Ce qu'on sait également, c'est que ces traitements ont une faible propension à se diffuser dans le lait maternel, donc avec des taux qui sont moins importants que dans le sang, probablement compte tenu de leur liaison très élevée aux protéines plasmatiques et de leur important volume de distribution. En 2022, la stratégie qui avait été exposée dans cet article, donc les special populations, c'était les patientes enceintes, étaient les suivantes, en sachant qu'il y avait quand même un facteur à prendre en compte, c'est qu'on ne donnait jamais des durées d'allaitement. Ce n'est pas probablement tout à fait pareil d'allaiter 2 semaines que d'allaiter 4 mois quand on prend du Kaftrio et qu'on expose son enfant qui, lui, n'est pas malade. On n'avait pas tellement de données sur l'impact à plus long terme en termes de neurodéveloppement, donc ça reste un point sensible à surveiller. Et puis, ces recommandations préconisaient des examens ophtalmo à la naissance pour surveiller les cristallins des enfants exposés, puisque des cas de cataracte très précoces avaient été documentés essentiellement sous forme de case report, et puis des cytolyses hépatiques, raison pour laquelle on a recommandé de surveiller les bilans hépatiques des enfants à la naissance, puis ensuite en fonction de la stratégie d'allaitement si nécessaire. Donc ça, c'était en 2022, on en était là.
Et depuis sont sorties des données américaines qui sont, on peut dire, un peu le pré-Mayflower, qui va être la grosse étude américaine à venir, qui va terminer fin 2025, et qui reprennent sur 11 centres américains des données de 2010 à 2021, avec 300 grossesses identifiées chez 235 femmes, avec une stratégie de recueil de données rétrospective. Donc c'est évidemment publié par la papesse Jennifer Taylor-Cousar, qui publie tous les papiers sur grossesse et castrio aux États-Unis, mais on va bientôt réussir à faire aussi bien qu'elle. Donc vous voyez que ce papier a le mérite de classer les grossesses ou les patientes, je ne sais pas bien comment il faut dire, et vous me pardonnerez si je fais un amalgame entre les deux, entre celles qui n'ont pas de modulateur, donc 193, et puis celles qui ont des modulateurs, et il a la particularité de séparer l'ETI, qui a vraiment une efficacité plus importante, des autres modulateurs, avec évidemment des groupes qui sont pas si petits que ça, mais quand même pas très importants, avec 77 grossesses sous ETI. Et vous voyez évidemment, au début de l'étude, qui est quand même relativement ancienne, 2010, on a peu d'ETI, et puis on avance dans le temps, 2021, on en a beaucoup plus, 48. Donc ça, c'est logique, c'est lié à l'arrivée des traitements sur le marché. Et quand on regarde en fait les différents groupes, pour vérifier que notre population est à peu près homogène, on voit qu'il n'y a pas de différence entre ces différents groupes et la prescription de modulateurs sur l'âge à la conception, puisqu'il est similaire, sur la fonction respiratoire et le BMI, il n'y a pas de différence entre ces groupes. Ça va être quelque chose d'important pour la suite des résultats, parce qu'on aurait pu penser que ceux qui vont avoir le traitement seraient plus sévères. Donc, ce n'est pas le cas. Il regarde le seul critère un peu différent entre les groupes, c'est l'atteinte hépatique liée à la mucoviscidose. Si je retrouve comment on fait avec le truc, voilà, la dernière ligne, et vous voyez que elle est relativement plus importante. Si on se pose la question de la fertilité que j'ai évoquée au début, est-ce que vraiment les modulateurs améliorent la fertilité? Et ben voilà les résultats de cette étude. Vous voyez que sous trithérapie, on a une diminution de l'utilisation de l'assistance médicale à procréation, avec 33% dans le groupe qui n'est pas traité par modulateur, contre 6% dans le groupe qui prend des modulateurs. Il n'y a pas d'effet sur le caractère, ce qu'on appelle en anglais unplanned ou planned pregnancies, c'est-à-dire est-ce que la grossesse a été programmée ou est-ce qu'elle arrive comme ça de façon inattendue. Donc très probablement quand même que ça répond à la question et ça confirme que les modulateurs augmentent, enfin améliorent en tout cas la fertilité des femmes atteintes de mucoviscidose. Sur l'impact clinique de la grossesse, puisqu'on avait des études assez anciennes qui étaient plutôt rassurantes sur le fait que la grossesse n'aggravait pas les femmes atteintes de mucoviscidose, mais l'étude américaine le confirme, puisque je vous rappelle que les groupes n'étaient pas différents initialement. Et vous voyez sur les courbes de droite, donc ce qui va nous intéresser, c'est la courbe grise qui représente le groupe qui a les modulateurs hautement efficaces, donc le Kaftrio. Et vous voyez qu'on a 3 temps de mesure, avant la grossesse, pendant, puis après. Et vous voyez, si on regarde le premier critère qui est la fonction pulmonaire, le VMS, vous voyez qu'il est, si ce n'est stable en fin de grossesse, peut-être voire amélioré. Donc ça, c'est quelque chose d'important sous traitement, évidemment. Ensuite, si on regarde le nombre d'exacerbations pulmonaires, elles ont plutôt tendance à diminuer après la grossesse également. Toujours la courbe grise, hein, on voit qu'elle baisse. Et puis, si on regarde le BMI, il a également tendance à accroître pendant la grossesse, évidemment, on s'y attend, mais à se maintenir plus haut qu'avant le BMI de pré-grossesse, si je puis dire, après l'accouchement. Donc, ce sont vraiment des éléments importants pour dire que la grossesse, a priori, n'impacte plus la stabilité clinique de la femme atteinte de mucoviscidose, voire même pourrait contribuer, si ce n'est à la stabilité, à l'améliorer. Pour l'impact obstétrical de cette cohorte américaine, il y a quand même beaucoup de données manquantes, donc il faut interpréter prudemment les données, mais toujours en ayant bien en tête qu'il n'y a pas de différence pré-grossesse entre les groupes. Et on voit qu'il n'y a pas non plus de différence ensuite pour le critère fausse couche spontanée ou césarienne. Ils retrouvent des taux de fausse couche similaires
dans la population mucoviscidose et la population générale, à peu près 15%. Et par contre, un taux de césarienne plus élevé dans la population mucoviscidose par rapport à la population générale, à peu près de 45% contre 20-30% dans la population générale. Si on regarde l'impact de ce traitement, l'exposition in utero sur les nouveau-nés, à nouveau beaucoup de données manquantes, et ils n'ont pas retenu de différence entre les groupes pour le critère prématurité, poids de naissance et score Apgar. Donc, à nouveau, il y a le critère faible poids de naissance et prématurité est plus élevé dans la population mucoviscidose que dans la population générale, avec un risque à peu près multiplié par 3. Donc, ces données qui sont relativement anciennes vont être, pas très anciennes, 2010, c'est pas non plus trop vieux, vont être complétées par la cohorte Mayflowers qui a commencé en 2021 et les dernières inclusions vont s'arrêter en fin d'année 2025, je crois, et qui est plus large puisque c'est 40 centres américains et ils vont y associer des données biologiques, notamment de pharmacocinétiques avec des dosages de modulateurs du CFTR chez les femmes enceintes, dans le sang de cordon et chez les nouveau-nés. Et puis également, je pense qu'ils auront des données de suivi obstétrical et chez les enfants de meilleure qualité, puisque là, il y avait beaucoup de données manquantes. Donc, je pense qu'on aura peut-être au Congrès américain les données préliminaires, et puis ensuite, certainement très rapidement, les données plus précises. Donc ça, c'est pour les Américains. Et pour les données françaises, il y a un très beau travail de Pierre-Régis Burgel et Clémence Martin qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est aussi très intéressant puisqu'il s'intéresse ils ont mis en place ils ont récupéré une cohorte nationale de grossesse qui a duré plus de 22 semaines d'aménorrhée en les identifiant via le séjour pédiatrique de l'enfant entre 2018 et 2023. Et donc, ils sont partis de toutes les grossesses identifiées en France. Donc, les chiffres au début sont très impressionnants, plus de 4 millions, vous voyez. Ensuite, ils ont sélectionné que les grossesses uniques, exclu les autres. Et ensuite, ils ont divisé, en liant les données de l'assurance maladie à celles du registre, ils ont divisé les grossesses survenues dans la population mucoviscidose, qui représentait 599 grossesses, et celles survenues dans la population générale. Bien sûr, ont été exclues les grossesses pour lesquelles il y avait un facteur évident d'exposition à un traitement tératogène et celles pour lesquelles il manquait des données. Donc, de la même façon que pour l'étude américaine, on voit qu'il y a de plus en plus de grossesses, d'enfants exposés au Kaftrio lors des grossesses. Le schéma est assez parlant. Et puis, si on regarde toutes les données un peu résumées de ces études, il y a plusieurs éléments. Donc, vous voyez, au début, c'est toutes les grossesses survenues dans la population muco. La première colonne exposée au modulateur, ensuite non exposée. Et la dernière colonne représente les grossesses en population générale. Donc, ce qui est très, très important dans cette étude, c'est cette deuxième flèche bleue qui correspond au fait qu'il n'a pas été identifié dans la population exposée au modulateur de risque malformatif majeur. Donc ça, c'est un élément de réassurance important et c'est vraiment, je pense, le résultat principal de l'étude. Ensuite, il y a des chiffres peut-être qu'on explique moins bien. Le taux de césarienne et le taux qui est plus élevé chez les patientes sous modulateur. Je n'ai pas d'explication a priori. Le taux de prématurité qui est aussi un peu plus important chez les patientes exposées au modulateur, bien que le poids de naissance soit un peu plus important chez ces mêmes patientes. Et on a également un taux de diabète gestationnel plus important chez les patientes exposées au modulateur, mais probablement expliqué par le fait que les patientes qui ont été traitées en premier étaient les plus sévères et probablement plus sujettes à développer un diabète gestationnel que les autres. Donc, si on résume ces données, elles sont un peu plus récentes que les données américaines. Elles incluent la période d'initiation du Kaftrio et on est vraiment en comparaison à la population générale et en comparaison à une population de femmes avec des grossesses non traitées. Le résultat principal, c'est vraiment l'absence de surrisque malformatif identifié dans cette cohorte. Pas de complications obstétricales sous modulateur, même si on sait
que dans la population mucoviscidose, en comparaison de la population générale, il y a un risque malformatif de prématurité et de faible poids de naissance plus important. Ça, c'est des éléments qui sont déjà connus de façon plus ancienne et qui ont été corroborés dans plusieurs études, sans qu'on ait identifié de lien à la prescription de modulateurs. Et peut-être que s'ajoute là-dessus le rôle de la malnutrition et du diabète dans la mucoviscidose, mais qui sont des critères qui vont peut-être également s'améliorer. Et pour les patientes traitées, est-elle les plus sévères liées aux conditions de traitement à l'époque en France? Et malgré cela, on a quand même 2 critères qui s'améliorent, dont le poids de naissance. Donc ça, c'est tout de même un élément aussi important à souligner. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à obtenir des données, à se rassurer et à justement établir des recommandations? On attend là les données du registre national des grossesses sous ETI qui a été débuté en janvier 2020 et à ce jour, on a des données jusqu'à juin 2024. Ça représente 240 grossesses sous ETI qui sont en train d'être analysées grâce également aux données du registre de 20 clubs mucoviscidose et pour lesquelles on va avoir des données de suivi pour lesquelles j'espère qu'on n'aura pas trop de données manquantes sur les modalités d'accouchement, le suivi des nouveau-nés, etc., qui vont permettre d'avoir des éléments plus objectifs et pour le coup de pouvoir élaborer des recommandations. Et puis, un travail pour lequel vous avez, j'espère, été sollicité, normalement oui, c'est qu'on va essayer d'élaborer les recommandations françaises et vous avez dû être sollicité pour répondre à un questionnaire qui va nous permettre, via la méthode Delphi, d'élaborer les recommandations avec un premier tour qui a eu lieu en février dont l'analyse des réponses sont en cours et ceux qui ont répondu seront sollicités pour le 2e tour en avril et ensuite on pourra se réunir pour écrire les recommandations et j'espère les publier et j'espère qu'on aura réussi à faire ça d'ici la fin de l'année 2025. Donc, pour conclure, on a quand même 2 études de cohorte très importantes avec un suivi, avec des périodes un peu différentes, mais qui sont toutes les 2 très rassurantes sur le risque malformatif et sur l'impact obstétrical du traitement par modulateur du CFTR. Je pense qu'il faut maintenir pour l'instant la vigilance du bilan hépatique chez le nouveau-né exposé et peut-être l'examen ophtalmologique de dépistage des cataractes, bien qu'il y ait eu vraiment quand même très peu de case report, si ce n'est au tout début par les Américains de l'équipe de Jane. Et puis réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer l'impact sur le neurodéveloppement de ces enfants exposés. Le plus important, c'est de poursuivre ces cohortes de surveillance. Donc la cohorte nationale du registre va vraiment être très importante pour répondre à toutes ces questions. Et puis on devrait avoir en fin d'année un peu avoir terminé ce processus de Delphi avec le groupe de travail. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Kitri, pour cette présentation qui est vraiment encourageante pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'avais... Ah, super. Attends, moi, j'avais une question sur ton point de vue sur l'allaitement. Qu'est-ce qu'on doit dire aux patientes? Moi, j'ai une expérience récente, une patiente. Je sais que les pédiatres sont très encourageants quant à l'allaitement, en disant que c'est vraiment important, et effectivement, ils ont raison. Et en même temps, quand on leur dit, bah oui, les pédiatres, ils vous encouragent à allaiter, ça a l'air d'être bien, mais du coup, votre bébé, on va lui faire des prises de sang assez régulièrement, et du coup... Moi, ça m'avait déjà calmée et la patiente, ça l'a tout de suite refroidi et elle a décidé de ne pas allaiter pour cette raison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire Alors, je sais que tu n'es pas pédiatre, donc c'est un peu vache. Peut-être que des pédiatres dans la salle peuvent... Le risque, c'est que j'ai un peu le même point de vue que toi, mais je vais essayer d'ouvrir mon esprit. L'élément important, je pense, c'est que dans le lait maternel, le taux de modulateur du CFTR est vraiment faible. Donc ça met quand même à l'abri d'un certain nombre de complications. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse oui-non, et c'est toute une question de bénéfice-risque. Je pense que si à la naissance, le bilan hépatique est très perturbé de l'enfant, je serais plutôt un peu prudente sur la question de l'allaitement. S'il est peu élevé ou normal et que la patiente veut allaiter,
je serais plutôt favorable. Après, il y a la question du neurodéveloppement, mais je pense qu'elle est plus liée à l'exposition in utero que l'exposition ensuite par l'allaitement. Et je ne suis pas sûre que l'allaitement soit un sur-risque pour cette question du neurodéveloppement. Mais je n'ai pas de réponse beaucoup plus objective que celle-ci. Et justement, par rapport au neurodéveloppement, est-ce qu'il y a une indication à baisser les doses de Kaftrio qu'on donne pendant la grossesse à la maman? Pendant l'allaitement? Pendant la grossesse. Ah, aucune. Enfin, j'ai rien vu là-dessus, rien lu et j'ai pas vu faire ça. Je ne sais pas trop non plus comment on va pouvoir répondre à la question du neurodéveloppement, parce que ça va impliquer un suivi d'enfants qui ne sont pas malades sur des périodes longues, avec des stratégies de dépistage un peu complexes et lourdes. Donc il faut qu'on trouve le bon moyen sur comment impliquer les différents acteurs autour de l'enfant qui, a priori, n'est pas malade. Une question en haut de la salle et ensuite tout en bas. Et Thierry Pérez, justement, j'avais cette question. D'après les neuropédiatres, quel serait l'intervalle de temps qui permettrait de se rassurer avec des bilans à distance de l'accouchement? On voit bien que ce n'est pas immédiat, probablement, mais même chose pour la cataracte. Est-ce qu'il faut rechercher une cataracte un peu plus tard dans l'enfance? Ou est-ce qu'on n'a aucune notion de ces impacts à moyen terme, on va dire, sur le... La première question, c'était quel délai entre la naissance et la recherche de troubles du neurodéveloppement? Oui. À quel moment il faudra les faire dans la traçabilité des patientes? Joker, question pour les pédiatres. Deux éléments de réponse, Thierry. Le premier, pour le meilleur moment pour évaluer le neurodéveloppement, d'après les neurologues pédiatres, c'est plutôt aux alentours de 6 ans, mais ça veut dire suivi de ces enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, et ça fait quand même, c'est long. Et puis la cataracte, c'est surtout le fait de l'exposition in utero. Donc finalement, s'il n'y en a pas dans les premiers mois de vie, ce n'est pas la peine ensuite de poursuivre la surveillance. Il faut s'arrêter là. Et pour les anomalies des tests hépatiques, oui, elles ne sont pas si rares que ça. Elles ne sont pas toujours liées forcément au modulateur, parce que c'est des choses très banales chez un nouveau-né d'avoir, quand on le fait évidemment, mais ce n'est pas rare d'avoir des anomalies des tests hépatiques. Et d'ailleurs, dans les cas cliniques, il y avait des facteurs confondants, notamment la prise d'antibiotiques chez les mères. C'est ça, souvent, éventuellement, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc la règle serait plutôt, si ces mamans veulent allaiter, de leur dire oui, vous pouvez le faire, il n'y a a priori pas de risque pour votre petit. On va quand même vérifier ses yeux et son bilan hépatique une fois. Alors je peux comprendre la réticence de certaines mamans pour la prise de sang à leur petit. Bon, voilà, on manage, enfin, vous savez faire ça. Alors, régulière en fonction des résultats du bilan initial. Si effectivement il est très perturbé, évidemment qu'on va vouloir surveiller ça, et puis on va leur dire à ces mamans, non, on vous déconseille de poursuivre l'allaitement, ou en tout cas de ne pas en faire le mode d'alimentation principal de votre petit, et d'essayer d'introduire une alimentation par préparation lactée pour nourrissons. Mais on travaille à ça, les pédiatres sont sur le terrain aussi. Je voulais juste rajouter une réflexion au sujet de l'allaitement. Bon, concernant les modulateurs, je ne vais pas rajouter ce qui a été dit, bien qu'on ne sait pas si la durée d'exposition peut elle-même en tant que telle avoir un impact. C'est encore une question. Il y a déjà 9 mois. Est-ce que plus c'est la même chose que 9 mois? Je ne sais pas. Mais surtout, il faut réfléchir en termes d'allaitement au-delà du modulateur. Je vous rappelle que c'est des femmes atteintes de mucoviscidose, messieurs les pédiatres, et que de temps en temps, elles sont fatiguées, elles ont maigri, et elles ont du mal à faire leurs soins par ailleurs, et etc. etc. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul dans les recommandations qu'on donne, qui ne sont pas strictement et exclusivement liées à la question des modulateurs, mais qui s'intègrent dans un dialogue global de leur état général. Deux commentaires ou questions. Un commentaire sur le suivi du neurodéveloppement. C'est un sujet que nous, on ne connaît pas bien, et moi encore moins que beaucoup de gens, mais c'est un sujet qui n'est pas propre aux modulateurs de CFTR. C'est un sujet qui a eu pour tout un tas d'autres médicaments. On ne va pas parler de ceux qui fâchent, type Dépakine et autres, mais il y a ces sujets qui existent. Et il y a un PHRC quand même qui est accepté des pharmacologues du pôle mère-enfant de Cochin par Laurent Chouchana, là, qui va commencer, qui va nous aider là-dessus. Je ne vous détaillerai pas les modalités pratiques, je les connais à peine. La deuxième chose, c'est il y a peut-être quand même aussi là-dessus les périodes d'exposition.
C'est probablement pas la même chose des expositions in utero chez des mères muco qui sont traitées au long cours par Kaftrio, ce qui veut dire que la conception se fait sous Kaftrio, et des expositions, par exemple, au 3e trimestre de grossesse chez des mères non muco, chez qui le fœtus a la muco, et on va donner en prévention de l'IUS méconial le traitement pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, quoi. J'ai volontairement pas traité de cette situation très spécifique parce qu'il y a peu de choses à mon avis et en plus c'est pas quelque chose pour lesquels nous en tant que médecins adultes on est très sollicités, donc en tout cas à Lyon. Quand même, hein, il y a eu entre 10 et 15 enfants en France qui sont nés Oui, comme oui, ça. mais en termes d'expérience personnelle, je voulais dire, c'est pas... C'est très spécifique. Mais ça va être une vraie question aussi, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. On va finir en avance. On va pouvoir manger plus tôt. Merci beaucoup. Merci Kitri. Merci Isabelle.